Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur D8 pour ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureux de vous accueillir et on commence tout de suite cette émission en vous donnant la parole. Vous le savez, vous pouvez vous exprimer dans cette émission, ça se passe dans le cadre de la rubrique des questions-réponses. Vous m'envoyez vos questions, vos remarques, vos suggestions de lecture, voire vos propres textes et je les lis ici à l'antenne. Alors tout cela, vous me l'envoyez évidemment par les réseaux sociaux avec le hashtag VBN, mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, par courrier postal au 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt. Alors ce soir, dans le cadre de cette rubrique, j'aimerais vous parler d'une auteure qui nous a envoyé son livre déjà 2 fois. Et oui, 2 fois, puisqu'entre-temps, la vie du livre a beaucoup évolué. Elle a trouvé un autre éditeur et elle nous le renvoie avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de sympathie. On est très heureux d'en parler ici. Ce livre, il s'intitule « Je reste zen avec mon mari, mes enfants, mon patron ». Alors, le titre exact, c'est « Je reste zen », mais il y a ce sous-titre « Mon mari, mes enfants, mon patron », parce qu'on soupçonne l'auteur de faire d'autres « Je reste zen » avec, j'imagine, ma meilleure amie, avec mon voisin de palier. En tout cas, en l'occurrence, celui-ci, c'est « Mon mari, mes enfants, mon patron ». Et d'ailleurs, il y a un petit sous-titre accrocheur « Je craque », point d'exclamation. Et vous l'aurez compris à la vue donc de cette couverture, il s'agit d'une mère de famille qui est complètement débordée. Alors, je voulais vous parler de ce roman parce que j'ai eu la chance de le lire. Je l'ai déjà présenté une première fois dans cette émission et je le trouve très très drôle, bien écrit, plutôt sympathique. En l'occurrence, il est paru aux éditions J'ai lu et je voulais vous faire la lecture de la 4e de couve pour vous donner envie d'aller lire et vous demander à vous ce que vous en pensez et que vous reveniez vers moi avec vos retours par rapport à cette suggestion de lecture avec évidemment le hashtag VBN si vous le faites via les réseaux sociaux. Voici donc la 4e de couverture de ce roman Je reste zen. Comme nous toutes, Léa Kelly est presque parfaite, quoique parfois elle ait l'impression d'être dans le tambour de son lave-linge en vitesse turbo, séchage express. Il lui arrive aussi d'éprouver ce sentiment, un peu urticant, que pour son patron, seule sa société chérie a une réelle importance. Heureusement qu'il y a ses enfants, 2 adorables chérubins, si imaginatifs et énergiques, mais atteint de la forme aiguë du syndrome Sansu. Quant à son mari, il est convaincu qu'une éponge magique nettoie les poils et que la vaisselle propre vole directement jusqu'à son étagère attitrée. Vous l'aurez compris, comme vous, Léa jouit d'un espace incroyablement vaste pour laisser libre cours à ses talents. Et oui, c'est l'histoire d'une Léa qui, pour se révéler, se transformer elle-même, pour se réaliser elle-même, a besoin de temps, mais qui en manque avec sa vie de famille, ses enfants, son patron et son mari. Voilà, ça s'appelle Je reste zen, c'était ma suggestion de lecture. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez avec le hashtag VBN et j'en profite pour saluer, puisque je vous fais des suggestions de lecture, saluer l'initiative Vendredi Lecture et Mardi Conseil qui eux aussi sur les réseaux sociaux, ce sont des hashtags, sont des endroits où vous pouvez faire vos suggestions de lecture. C'était la mienne, celle-ci, ma suggestion de lecture, Je reste zen, signé Coco, je ne l'ai pas dit, c'est signé Coco. Ah oui, je vous le remonte, signé Coco, voilà, est paru aux éditions J'ai lu, et en l'occurrence moi, je l'ai lu. Alors allez-y, allez le lire vous aussi et dites-moi ce que vous en pensez. Hashtag VBN, hashtag Je reste zen. Voilà, cette rubrique est maintenant terminée. On va pouvoir se relancer dans la lecture qui va nous accompagner jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Et cette lecture, eh bien, c'est celle de la fin du roman Novembre, signé Gustave Flaubert. Je vous souhaite une très très belle écoute. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Vouloir une femme mariée et pour cela se rendre l'ami du mari, lui serrer affectueusement les mains, rire à ses calembours, s'attrister de ses mauvaises affaires, faire ses commissions, lire le même journal que lui, en un mot, exécuter, dans un seul jour, plus de bassesse et de platitude que 10 galériens n'en ont fait toute leur vie. C'était quelque chose de trop humiliant pour son orgueil, et il aima cependant plusieurs femmes mariées. Quelquefois, il se mit en beau chemin, mais la répugnance le prenait tout à coup. Quand déjà la belle dame commençait à lui faire les yeux doux, comme les gelées du mois de mai qui brûlent les abricotiers en fleurs. Et les grisettes, me direz-vous? Eh bien non. Il ne pouvait se résigner à monter dans une mansarde, pour embrasser une bouche qui vient de déjeuner avec du fromage et prendre une main qui a des engelures. Quant à séduire une jeune fille, il se serait cru moins coupable s'il l'avait violée. Attacher quelqu'un à soi était pour lui pire que de l'assassiner. Il pensait sérieusement qu'il y a moins de mal à tuer un homme qu'à faire un enfant. Au premier, vous ôtez la vie, non pas la vie entière, mais la moitié ou le quart ou
la centième partie de cette existence qui va finir, qui finirait sans vous, mais envers le second, disait-il, n'êtes-vous pas responsable de toutes les larmes qu'il versera depuis son berceau jusqu'à sa tombe? Sans vous, il ne serait pas né, et il naît. Pourquoi cela? Pour votre amusement? Non. Pour le sien? À coup sûr, non. Pour porter votre nom, le nom d'un sot, je parie. Autant vaudrait l'écriture sur un mur, à quoi bon un homme pour supporter le fardeau de 3 ou 4 lettres? À ses yeux, celui qui, appuyé sur le code civil, entre de force dans le lit de la Vierge qu'on lui a donné le matin, exerçant ainsi un viol légal que l'autorité protège, n'avait pas d'analogue chez les singes. Les hippopotames et les crapauds qui, mâles et femelles, s'accouplent lorsque des désirs communs les font se chercher et s'unir, où il n'y a ni épouvante et dégoût d'un côté, ni brutalité et despotisme obscène de l'autre, et il exposait là-dessus de longues théories immorales qu'il est inutile de rapporter. Voilà pourquoi il ne se maria point et n'eut point maîtresse ni fille entretenue, ni femme mariée, ni grisette, ni jeune fille. Restaient les veuves, il n'y pensa même pas. Quand il fallut choisir un état, il hésita entre 1000 répugnances. Pour se mettre philanthrope, il n'était pas assez malin, et son bon naturel l'écartait de la médecine. Quant au commerce, il était incapable de calculer. La vue seule d'une banque lui agaçait les nerfs. Malgré ses folies, il avait trop de sens pour prendre au sérieux la noble profession d'avocat. D'ailleurs, sa justice ne se fut pas accommodée aux lois. Il avait aussi trop de goût pour se lancer dans la critique. Il était trop poète peut-être pour réussir dans les lettres. Et puis, sont cela des États? Il faut s'établir, avoir une position dans le monde. On s'ennuie à rester oisif. Il faut se rendre utile. L'homme est né pour travailler. Maxime difficile à comprendre et qu'on avait soin de souvent lui répéter. Résigné à s'ennuyer partout et à s'ennuyer de tout, il déclara vouloir faire son droit et il alla habiter Paris. Beaucoup de gens l'envièrent dans son village et lui dirent qu'il allait être heureux de fréquenter les cafés, les spectacles, les restaurants, de voir les belles femmes. Et il les laissa dire, et il sourit comme lorsqu'on a envie de pleurer. Que de fois, cependant, il avait désiré quitter pour toujours sa chambre où il avait embaillé et dérangé ses coudes de dessus le vieux bureau d'acajou où il avait composé ses drames à 15 ans. Et il se sépara de tout cela avec peine. Ce sont peut-être les endroits qu'on a le plus maudits que l'on préfère aux autres. Les prisonniers ne regrettent-ils pas leur prison? C'est que dans cette prison, ils espéraient que, sortis, ils n'espèrent plus. À travers les murs de leur cachot, ils voyaient la campagne émaillée de marguerites, sillonnée de ruisseaux, couverte de blé jaune, avec des routes bordées d'arbres, mais rendus à la liberté, à la misère. Ils renvoient la vie telle qu'elle est, pauvre, raboteuse, toute fangeuse et toute froide. La campagne aussi, la belle campagne telle qu'elle est ornée de gardes champêtres pour les empêcher de prendre les fruits s'ils ont soif, fournis en gardes forestiers s'ils veulent tuer du gibier et qu'ils aient faim, couverte de gendarmes s'ils ont envie de se promener et qu'ils n'aient pas de passeport. Il alla se loger dans une chambre garnie, où les meubles avaient été achetés par d'autres, usés par d'autres. Il lui sembla habiter dans des ruines. Il passait la journée à travailler, à écouter les bruits sourds de la rue, à regarder la pluie tomber sur les toits. Quand il faisait du soleil, il allait se promener au Luxembourg. Il marchait sur les feuilles tombées, se rappelant qu'au collège, il faisait de même. Mais il ne se serait pas douté que 10 ans plus tard, il en serait là. Ou bien, il s'asseyait sur un banc et songeait à 1000 choses tendres et tristes. Il regardait l'eau froide et noire des bassins, puis il s'en retournait le cœur serré. 2 ou 3 fois, ne sachant que faire, il alla dans les églises à l'heure du salut. Il tâchait de prier, comme ses amis auraient ri, s'il l'avait vu tremper ses doigts dans le bénitier et faire le signe de croix. Un soir qu'il errait dans un faubourg et qu'irrité sans cause, il eût voulu sauter sur des épées nues et se battre à outrance, il entendit des voix chanter et les sons doux d'un orgue y répondre par bouffées. Et il entra. Sous le portique, une vieille femme, accroupie par terre, demandait la charité en secouant des sous dans un gobelet de fer blanc. La porte tapissée allait et venait à chaque personne qui entrait ou qui sortait. On entendait des bruits de sabots, des chaises qui remuaient sur les dalles. Au fond, le chœur était illuminé.
Le tabernacle brillait au flambeau, le prêtre chantait des prières, les lampes, suspendues dans la nef, se balançaient à leurs longues cordes, le haut des ogives et les bas-côtés étaient dans l'ombre. La pluie fouettait sur les vitraux et en faisait craquer les filets de plomb. L'orgue allait et les voix reprenaient, comme le jour où il avait entendu sur les falaises la mer et les oiseaux se parler. Il fut pris d'envie d'être prêtre, pour dire des oraisons sur le corps des morts, pour porter un cilice et se prosterner, ébloui dans l'amour de Dieu. Tout à coup, un ricanement de pitié lui vint au fond du cœur. Il enfonça son chapeau sur ses oreilles et sortit en haussant les épaules. Plus que jamais, il devint triste. Plus que jamais, les jours furent longs pour lui. Les orgues de barbarie qu'il entendait jouer sous sa fenêtre lui arrachaient l'âme. Il trouvait à ces instruments une mélancolie invisible, invincible. Il disait que ces boîtes-là étaient pleines de larmes, ou plutôt, il ne disait rien. Car il ne faisait pas le blasé, l'ennuyé, l'homme qui est désillusionné de tout. Sur la fin même, on trouva qu'il était devenu d'un caractère plus gai. C'était le plus souvent quelques pauvres hommes du Midi, un Piémontais, un Génois, qui tournait la manivelle. Pourquoi celui-là avait-il quitté sa corniche et sa cabane couronnée de maïs à la moisson? Il regardait jouer longtemps sa grosse tête carrée, sa barbe noire et ses mains brunes. Un petit singe, habillé de rouge, sautait sur son épaule et grimaçait. L'homme tendait sa casquette, lui jetait son aumône dedans et le suivait jusqu'à ce qu'il l'eût perdu de vue. En face de lui, on bâtissait une maison. Cela dura 3 mois. Il vit les murs s'élever, les étages monter les uns sur les autres. On mit des carreaux aux fenêtres. On la crépit, on la peignit. Puis, on ferma les portes. Des ménages vinrent l'habiter et commencèrent à y vivre. Il fut fâché d'avoir des voisins. Il aimait mieux la vue des pierres. Il se promenait dans les musées. Il contemplait tous ces personnages factices, immobiles et toujours jeunes dans leur vie idéale que l'on va voir et qui voient passer devant eux la foule, sans déranger leur tête, sans ôter la main de dessus leur épée, et dont les yeux brilleront encore quand nos petits-fils seront ensevelis. Il se perdait en contemplation devant les statues antiques, surtout celles qui étaient mutilées. Une chose pitoyable lui arriva. Un jour, dans la rue, il crut reconnaître quelqu'un en passant près de lui. L'étranger avait fait le même mouvement. Ils s'arrêtèrent et s'abordèrent. C'était lui. Son ancien ami, son meilleur ami, son frère, celui à côté de qui il était au collège, en classe, à l'étude, au dortoir. Ils faisaient leur pensoum et leurs devoirs ensemble. Dans la cour et en promenade, ils se promenaient bras dessus, bras dessous. Ils avaient juré autrefois de vivre en commun et d'être amis jusqu'à la mort. D'abord, ils se donnèrent une poignée de main, en s'appelant par leur nom, puis se regardèrent des pieds à la tête, sans se rien dire. Ils étaient chargés tous les deux et déjà un peu vieillis. Après s'être demandé ce qu'ils faisaient, ils s'arrêtèrent tout court et ne surent aller plus loin. Ils ne s'étaient pas vus depuis 6 ans et ils ne purent trouver 4 mots à échanger. Ennuyés à la fin de s'être regardés l'un et l'autre dans le blanc des yeux, ils se séparèrent. Comme ils n'avaient d'énergie pour rien et que le temps, contrairement à l'avis des philosophes, lui semblait la richesse, la moins préteuse du monde, il se mit à boire de l'eau-de-vie et à fumer de l'opium. Il passait souvent ses journées tout couché et à moitié ivre, dans un état qui tenait le milieu entre l'apathie et le cauchemar. D'autres fois, à la force, lui revenait et il se redressait tout à coup comme un ressort. Alors, le travail lui apparaissait plein de charme et le rayonnement de la pensée le faisait sourire de ce sourire placide et profond des sages. Il se mettait vite à l'ouvrage. Il avait des plans superbes. Il voulait faire apparaître certaines époques sous un jour tout nouveau, lier l'art à l'histoire, commenter les grands poètes comme les grands peintres. Pour cela, apprendre les langues, remonter à l'Antiquité, entrer dans l'Orient. Il se voyait déjà lisant des inscriptions et déchiffrant des obélisques. Puis, il se trouvait fou et recroisait les bras. Il ne lisait plus, ou bien c'était des livres qu'il trouvait mauvais et qui néanmoins lui causaient un certain plaisir pour leur médiocrité même. La nuit, il ne dormait pas. Des insomnies le retournaient sur son lit. Il rêvait et il s'éveillait si bien que, le matin, il était plus fatigué que s'il eût veillé. Usé par l'ennui, habitué terrible et trouvant même un certain plaisir à l'abrutissement qui en est la suite,
Il était comme les gens qui se voient mourir. Il n'ouvrait plus la fenêtre pour respirer l'air, il ne se lavait plus les mains, il vivait dans une saleté de pauvre. La même chemise lui servait une semaine, il ne se faisait plus la barbe et ne se peignait plus les cheveux. Quoique frileux, s'il était sorti dans la matinée et qu'il eut les pieds mouillés, il restait toute la journée sans changer de chaussures et sans faire de feu. Ou bien, il se jetait tout habillé sur son lit et tâchait de s'endormir. Il regardait les mouches courir sur le plafond. Il fumait et suivait de l'œil les petites spirales bleues qui sortaient de ses lèvres. On concevra sans peine qu'il n'avait pas de but, et c'est là le malheur. Qui eût pu l'animer, l'émouvoir? L'amour? Il s'en écartait. L'ambition le faisait rire. Pour l'argent, sa cupidité était fort grande, mais sa paresse avait le dessus. Et puis, 1 million ne valait pas pour lui la peine de le conquérir. C'est à l'homme né dans l'opulence que le luxe va bien. Celui qui a gagné sa fortune presque jamais ne la sait manger. Son orgueil était tel qu'il n'aurait pas voulu d'un trône. Vous me demanderez, que voulait-il? Je n'en sais rien. Mais à coup sûr, il ne songeait point à se faire plus tard élire député. Il eut même refusé une place de préfet, y compris l'habit brodé, la croix d'honneur passée autour du cou, la culotte de peau et les bottes écuyères les jours de cérémonie. Il aimait mieux lire André Chénier que d'être ministre. Il aurait préféré être Talma que Napoléon. C'était un homme qui donnait dans le faux, dans l'amphigorique et faisait grand abus d'épithètes. Du haut de ces sommets, la terre disparaît et tout ce qu'on s'y arrache. Il y a également des douleurs, du haut desquelles on n'est plus rien, et l'on méprise tout. Quand elle ne vous tue pas, le suicide seul vous en délivre. Il ne se tua pas, il vécut encore. Le carnaval arriva, il ne s'y divertit point. Il faisait tout à coup contretemps. Les enterrements excitaient presque sa gaieté, et le spectacle lui donnait de la tristesse. Toujours il se figurait une foule de squelettes habillés, avec des gants, des manchettes et des chapeaux à plumes, se penchant au bord des loges, se lorgnant, minaudant, s'envoyant des regards vides. Au parterre, il voyait étinceler sous le feu du lustre une foule de crânes blancs, serrés les uns près des autres. Il entendit des gens descendre en courant l'escalier. Il riait, il s'en allait avec des femmes. Un souvenir de jeunesse lui repassa dans l'esprit. Il pensa à ce village où il avait été un jour à pied, et dont il a parlé lui-même dans ce que vous avez lu. Il voulut le revoir avant de mourir. Il se sentait s'éteindre. Il mit de l'argent dans sa poche, prit son manteau et partit tout de suite. Les jours gras, cette année-là, étaient tombés dès le commencement de février. Il faisait encore très froid. Les routes étaient gelées, la voiture roulait au grand galop, il était dans le coupé, il ne dormait pas, mais se sentait traîner avec plaisir vers cette mer qu'il allait encore revoir. Il regardait les guides du postillon, éclairés par la lanterne de l'impériale, se remuer en l'air et sauter sur la croupe fumante des chevaux. Le ciel était pur et les étoiles brillaient comme dans les plus belles nuits d'été. Vers 10 heures du matin, il descendit à... et de là fit la route à pied jusqu'à... Il alla vite. Cette fois d'ailleurs, il courait pour se réchauffer. Les fossés étaient pleins de glace, les arbres, dépouillés, avaient le bout de leurs branches rouges. Les feuilles tombées, pourries par les pluies, formaient une grande couche noire et gris de fer qui couvrait le pied de la forêt. Le ciel était tout blanc, sans soleil. Il remarqua que le poteau qui indique le chemin avait été renversé. À un endroit, on avait fait une coupe de bois depuis qu'il avait passé par là. Il se dépêchait, il avait hâte d'arriver. Enfin, le terrain vint à descendre. Là, il prit, à travers champs, un sentier qu'il connaissait et bientôt il vit, dans le loin, la mer. Il s'arrêta, il l'entendait battre sur le rivage et gronder au fond de l'horizon. In altum. Une odeur salée lui arriva. Porté par la brise froide d'hiver, son cœur battait. On avait bâti une nouvelle maison à l'entrée du village. 2 ou 3 nouvelles avaient été abattues. Les barques étaient à la mer. Le quai était désert, chacun se tenait enfermé dans sa maison, de longs morceaux de glace, que les enfants appellent chandelles des rois, pendaient au bord des toits et au bout des gouttières. Les enseignes de l'épicier et de l'aubergiste criaient aigrement sur leurs tringles de fer. La marée montait et s'avançait sur les galets avec un bruit de chaînes et de sanglots. Après qu'il eut déjeuné, et il fut tout étonné de n'avoir pas faim,
Il s'alla promener sur la grève. Le vent chantait dans l'air, les joncs minces qui poussent dans les dunes sifflaient et se courbaient avec furie. La mousse s'envolait du rivage et courait sur le sable. Quelquefois, une rafale l'emportait vers les nuages. La nuit vint, ou mieux, ce long crépuscule qui la précède dans les plus tristes jours de l'année. De gros flocons de neige tombèrent du ciel. Ils se fondaient sur les flots, mais ils restaient longtemps sur la plage, qu'ils tachaient de grandes larmes d'argent. Il vit à une place une vieille barque à demi enfouie dans le sable, échouée là peut-être depuis 20 ans. De la criste marine avait poussé dedans. Des polypes et des moules s'étaient attachés à ses planches verdies. Il aima cette barque, il tourna tout autour, il la toucha à différentes places, il la regarda singulièrement comme on regarde un cadavre. À 100 pas de là, il y avait un petit endroit dans la gorge d'un rocher, où souvent il avait été s'asseoir et avait poussé de bonne heure à ne rien faire. Il emportait un livre et ne lisait pas. Il s'y installait tout seul, le dos par terre, pour regarder le bleu du ciel entre les murs blancs des rochers à pic. C'était là qu'il avait fait ses plus doux rêves. C'était là qu'il avait le mieux entendu le cri des mouettes et que les fucus suspendus avaient secoué sur lui les perles de leur chevelure. C'était là qu'il voyait la voile des vaisseaux s'enfoncer sous l'horizon et que le soleil, pour lui, avait été plus chaud que partout ailleurs sur le reste de la terre. Il s'y retourna. Il le retrouva. Mais d'autres en avaient pris possession, car en fouillant le sol machinalement avec son pied, il fit trouvaille d'un cul de bouteille et d'un couteau. Des gens y avaient fait une partie sans doute. On était venu là avec des dames, on y avait déjeuné, on avait ri, on avait fait des plaisanteries. Oh mon Dieu, se dit-il. Est-ce qu'il n'y a pas sur la terre des lieux que nous avons assez aimés, où nous avons assez vécu pour qu'ils nous appartiennent jusqu'à la mort, et que d'autres que nous-mêmes n'y mettent jamais les yeux ? Il remonta donc par le ravin où si souvent il avait fait dérouler des pierres sous ses pieds. Souvent même, il en avait lancé, exprès, avec force, pour les entendre se frapper contre les parois des rochers et l'écho solitaire y répondre. Sur le plateau qui domine la falaise, l'air devint plus vif. Il vit la lune s'élever en face. Dans une portion du ciel bleu sombre, sous la lune, à gauche, il y avait une petite étoile. Il pleurait. Était-ce de froid ou de tristesse ? Son cœur crevait, il avait besoin de parler à quelqu'un. Il entra dans un cabaret où quelquefois il avait été boire de la bière, il demanda un cigare et il ne put s'empêcher de dire à la bonne femme qui le servait « Je suis déjà venu ici ». Elle lui répondit « Ah mais c'est pas la belle saison, monsieur, c'est pas la belle saison ». Et elle lui rendit de la monnaie. Le soir, il voulut encore sortir. Il alla se coucher dans un trou qui sert aux chasseurs pour tirer les canards sauvages. Il vit un instant l'image de la lune rouler sur les flots et remuer dans la mer comme un grand serpent. Puis, de tous les côtés du ciel, des nuages s'amoncelèrent de nouveau et tout fut noir. Dans les ténèbres, des flots ténébreux se balançaient, montaient les uns sur les autres et détonaient comme 100 canons. Une sorte de rythme faisait de ce bruit une mélodie terrible. Le rivage, vibrant sous le coup des vagues, répondait à la haute mer retentissante. Il songea un instant, s'il ne devait pas en finir, personne ne le verrait, pas de secours à espérer. En 3 minutes, il serait mort, mais de suite, par une antithèse ordinaire, dans ces moments-là, l'existence vint à lui sourire. Sa vie de Paris lui parut attrayante et pleine d'avenir. Il revit sa bonne chambre de travail et tous les jours tranquilles qu'il pourrait y passer encore. Et cependant, les voies de l'abîme l'appelaient, les flots s'ouvraient comme un tombeau, prêts de suite à se refermer sur lui et à l'envelopper dans leurs plis liquides. Il eut peur. Il rentra toute la nuit. Il entendit le vent siffler dans la terreur. Il fit un énorme feu et se réchauffa de façon à se rôtir les jambes. Son voyage était fini. Rentré chez lui, il trouva ses vitres blanches, couvertes de givre. Dans la cheminée, les charbons étaient éteints. Ses vêtements étaient restés sur son lit, comme il les avait laissés. L'encre avait séché dans l'encrier. Les murailles étaient froides et suintaient. Il se dit « Pourquoi ne suis-je pas resté là-bas » Et il pensa avec amertume à la joie de son départ. L'été revint, il n'en fut pas plus joyeux. Quelquefois seulement, il allait sur le pont des Arts et il regardait remuer les arbres des Tuileries et les rayons du soleil couchant qui empourprent le ciel passé, comme une pluie lumineuse sous l'arc de l'étoile. Enfin, au mois de décembre dernier, il mourut. Mais lentement, petit à petit, par la seule force de la pensée, sans qu'aucun organe fût malade, comme on meurt de tristesse, ce qui paraît difficile aux gens qui ont beaucoup souffert,
mais ce qu'il faut bien tolérer dans un roman, par amour du merveilleux. Il recommanda qu'on l'ouvrît, de peur d'être enterré vif, mais il défendit bien qu'on l'embaumât. 25 octobre 1842. Fin. Et voilà comment s'achève Novembre de Gustave Flaubert et avec lui notre émission. Je n'ai que quelques secondes pour vous remercier d'avoir suivi cette lecture. Vous rappeler qu'elle est disponible sur le site de notre chaîne pour la revoir mais aussi pour la partager sur les réseaux sociaux. Vous faites ça avec le hashtag VBN et le site de la chaîne c'est www.d8.tv. Quant à nous, on se retrouve très vite sur D8 pour un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit et d'autres aventures littéraires. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.